Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien ? Est-ce qu'il y a du fan de Lost dans la salle ? Par applaudissement. Et là, je suis très inquiet parce que mon comparse ici présent n'a pas applaudi. Non. Merci à toutes et à tous d'être là. On est Spoilers, le podcast des séries fantastiques, science-fiction et fantasy. Je me présente, je m'appelle Charles, CHP. Je suis le co-présentateur de ce podcast avec Briac, qui n'est pas parmi nous, et Guillaume, ici présent. Bonjour Guillaume. Bonjour CHP. Comment ça va ? Bah ça va, écoute, ravi d'être là en votre compagnie pour célébrer les 20 ans de Court-Métrange, oui. Mais aussi les 20 ans de la série dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Lost ? Parce que Lost fête également son anniversaire cette année. Ouais. Ça nous rajeunit pas ? Bah 2004, 2004, c'est ça. Je réfléchis, mais waouh, oui, effectivement, le calcul était. Alors c'est difficile. On le dit au cas où, si vous n'étiez pas au courant, on devait avoir un invité aujourd'hui, en la personne de. J'ai vu un oui déçu par là, non ? J'ai peur. Non, Oui. pas du tout. Didi Chandouidoui devait être avec nous. Didi Chandouidoui, vidéaste, youtubeur. Il devait être avec nous, mais voilà, une satanée maladie qu'on appelle le Covid. Et oui, toujours parmi nous, voilà, malheureusement. Qui nous empêche, mais voilà, ce sera pour une prochaine. Et Didi qui a carrément une chaîne YouTube, donc à son nom évidemment, la Station Dharma, qui est dans le lore évidemment de Lost, hein, vous le savez déjà, et qui est également une chaîne YouTube qu'on aime beaucoup. Et c'est à ce propos qu'on l'a invité. Et Didi a également participé à un avant-propos sur le livre qui est ici et qu'on va vous faire gagner, petit Vénard et petite Vénarde, le livre Tout savoir sur Lost de Thomas Sweeney. Et Didi a participé. La préface est de Charlotte Bloom, qu'on connaît, Charlotte Bloom. Tout à fait, qu'on avait déjà reçu dans l'émission. Exactement. Réalisatrice. On aime beaucoup. Voilà, pas de Didi, mais on va quand même parler de Lost et de son passage dans nos vies directement, parce que c'est une série culte. Oui, bien sûr. C'est une série culte pour nous, voilà. C'est ça, c'était l'occasion, effectivement, encore une fois, voilà, c'est les 20 ans. C'est une série en plus qui a un petit peu fait l'actualité ces dernières semaines. Peut-être que si vous n'aviez pas regardé Lost il y a 20 ans maintenant, vous l'avez peut-être commencé il y a quelques semaines à l'occasion de sa sortie sur Netflix, puisque malgré qu'elle soit disponible sur Disney+ depuis toujours, elle est disponible sur Netflix en France depuis quelques semaines. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont accompagné quelque part cet anniversaire, ce revival aussi de la série Lost en redécouvrant ces épisodes emblématiques de cette saison 1 dont on va surtout parler là lors de cette émission, puisque on aura l'occasion, Lost c'est 6 saisons, donc on aura l'occasion de fêter ses 20 ans pendant 6 ans. Chaque saison a un peu ses spécificités en plus, donc c'est une série qui a été connue aussi parce qu'elle a été très évolutive dans la manière dont elle a été écrite au fur et à mesure par ses showrunners Damon Lindelof et Carlton Cuse. Donc on aura l'occasion dans les années à venir de reparler de Lost, mais là on va particulièrement parler de la saison 1 effectivement. Exactement, c'est la saison qui nous a marqué. Est-ce que, première question, donc je vous avais demandé est-ce que tout le monde connaît Lost, mais est-ce que tout le monde a vu tout Lost ? Oui, il y a des mains qui n'a pas tout vu de Lost. Très bien. Tu situes quand même Lost, c'est-à-dire l'avion, l'île. Voilà, exactement. Voilà, on risque de spoiler vénère, hein, comme on dit dans le milieu. Oui, ça risque à tout moment. On rentrera pas trop dans les détails de cette saison 1, mais en tout cas, il y aura des spoiler pour spoiler, quoi. Voilà c'est tel ça. personnage meurt à la saison 4, donc ça n'a pas tant d'intérêt. T'as pas dit que c'était, ça. donc ça va. Non. Très bien. J'ai envie de commencer, Guillaume. Je t'ai préparé une petite liste de questions simples, réponses simples, et a priori, même si tu n'as pas vu Lost, il y en a certaines, ça peut te donner une idée. Voilà. Alors, je vais te laisser répondre aux questions. Tu ne les as pas vues. C'est une découverte pour tout le monde ici, sauf moi, évidemment. Comment on fait ? On fait par applause ? On lève la main quand on a la réponse ? C'est oui ou non la réponse ? Moi, je propose, si la réponse c'est oui, vous applaudissez. Tout simplement. On va commencer très simple. Est-ce que la fin de Lost, pour vous, est ratée ? Waouh, ça applaudit, je cours 4 bis, c'est terrible, c'est très flippant. Il y a eu quand même des applaudissements, c'est terrible. Guillaume, toi, non, tu trouves pas ? Non, ça va, franchement. La fin de la série c'est ce que j'attendais. J'ai pas été particulièrement déçu. Globalement, on va dire que Lost, ça s'articule autour de 2 grandes thématiques, ou en tout cas de 2 grandes constructions. Il y a d'un côté les mystères de l'île, on va en parler, hein, la fameuse Mystery Box que J.J. Abrams avait mis en place dans la série, et de l'autre les personnages, puisque voilà, c'est une série chorale, une série dont chaque épisode, dont on va appeler les caractères centriques, hein, chaque épisode est centré sur un personnage. On va découvrir petit à petit le passé de différents personnages, et je trouve que la fin de la série nous parle de ces personnages finalement plus que des mystères qu'on va apprendre à comprendre au fur et à mesure. Mais donc personnellement, j'ai pas été déçu.
Question suivante, est-ce que vous pensez par applaudissement que oui, Sawyer est un salaud? Même l'enfant a applaudi, c'est vous dire. Moi, je trouve que non, pas du tout. C'est temps. Bah, c'est typique du personnage. Mais j'adore Sawyer, quoi. Je peux pas passer pour un salaud, justement. La saison 1 en particulier. C'est parmi les évolutions de personnages les plus fascinantes. Ouais, c'est le fameux bad guy, le fameux anti-héros, Sawyer. Par applaudissement, est-ce que Linus est un salaud? Là, normalement, tout le monde applaudit parce que c'était même l'enfant. Bah oui, quand même, le Linus qui n'est pas dans cette saison 1, effectivement. Ouais, tout à fait, un personnage emblématique, ouais. Michael Emerson, on l'embrasse. Est-ce que, alors celle-là, c'est un peu plus précis, est-ce que le personnage de Walt, qui apparaît dès le départ, est-ce que le personnage de Walt, pour vous, est raté? Walt, c'est mitigé, là. C'est l'enfant. C'est mitigé. Walt qui est effectivement un enfant dans la première saison et qu'on va voir un petit peu grandir. On est en 6 saisons, 6 ans, un petit peu plus même, avec une grève des scénaristes qui a traversé du coup la série. Donc forcément, c'est un personnage un acteur qui grandit beaucoup. Oui, c'est parmi les raisons, c'est parmi ce qui a fait que ça a posé problème au fur et à mesure. Et donc qui, en effet, n'a pas eu le développement qu'il aurait dû avoir dans la série et qui fait souvent partie des personnages quand on imagine ou quand on pose la question à des acteurs. Est-ce que vous aimeriez que Lost revienne? Ça fait partie de ces personnages dont on pourrait aimer avoir une évolution, un développement une fois la série terminée, quoi. Un spin-off, peut-être 20 ans plus tard. Pourquoi pas. Il est dans l'épilogue, qui est pas forcément quelque chose que tout le monde a vu. Fait, ouais. Mais un personnage important, lui est consacré quelques derniers mystères. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de mystères qui demeurent finalement dans Lost. On a cette image de on n'a rien compris. Mais en fait, il reste pas grand-chose. Il reste quoi? Quand Locke se fait attaquer en barque, je crois, il se prend des projectiles et Line Love a fait extrêmement précis. Vraiment, j'ai rien. Non, mais justement, du coup, il y a notamment Didi qui a consacré sur sa chaîne YouTube beaucoup d'épisodes à remettre en perspective ces différents mystères pour expliquer que, en fait, non, on avait eu des réponses. Elles sont peut-être pas toutes données à la fin de manière très péremptoire comme ça. Voilà, c'est fini, on a compris. Le mystère, c'est celui-ci, mais on a des réponses tout au long de la série. Et il y a beaucoup de ces vidéos qui traitent de ce sujet-là parce que lui, justement, estime que la série, malgré les critiques qu'on peut lui donner, apporte des réponses à ces mystères, quoi. Il y a des critiques à faire, en l'occurrence, pour le coup. Oui, bien sûr. Plutôt partial. La série n'est pas parfaite. Est-ce que tu nous ferais pas un petit retour sur la genèse de Lost, justement? Ouais, très rapidement, effectivement, on parle de la saison 1, donc on fête un peu l'anniversaire, tout ça, donc on revient un petit peu à cette genèse, et puis elle est intéressante aussi. Il faut savoir que donc Lost a été créé dans un contexte qui était un petit peu particulier. On est dans les années 2000, début des années 2000, et donc il y a une personne qui s'appelle Lloyd Brand, en fait, qui est donc un des responsables chez la chaîne ABC, Lost. À l'époque, il faut se souvenir que nous n'avions pas de plateforme de streaming, ça n'existait pas vraiment. TF1, donc TF1. TF1 avait une d'accord. Non, mais qui diffusait. Oui, voilà, c'est ça. En France, c'était sur TF1, et donc aux États-Unis, on était sur ABC, qui est une chaîne de télé avec des épisodes, on s'en souvient, qui sortaient toutes les semaines, et donc qui est une chaîne qui globalement appartient au groupe Disney. Et donc cette personne, Lloyd Brand, en fait, il est producteur, il a envie de créer une nouvelle série, et puis il regarde un petit peu autour de lui. Il est en vacances à Hawaï, la légende le raconte, et en fait ce qui se passe c'est que qu'est-ce qui cartonne à ce moment-là? Il y a deux choses qui cartonnent. D'un côté, le film Seul au monde avec Tom Hanks, Castaway, et de l'autre côté à la télévision, qu'est-ce qui cartonne? C'est Survivor, donc qu'on connaît chez nous sous le nom de Koh-Lanta, tout à fait. Pas exactement. Bon, pas tout à fait. Faire le puriste de. Mais c'était cette idée du survivalisme presque, perdu, naufragé sur une île déserte. Et lui, il se dit, écoute, ces deux sujets, ça a l'air de fonctionner. On a l'air dans les débuts des années 2000 de kiffer les récits de naufragés sur une île déserte. Faisons une série qui parle de ça, et donc il commande un scénario. Il y avait une série qui avait été faite en 69. Oui, en fait, il y a quand même effectivement un petit historique. Lost, en tout cas, de toute façon, n'est pas la première série qui raconte ce genre de sujet de toute façon. Tout à fait. Et donc, effectivement, on peut aussi se souvenir, quand on regarde un petit peu dans l'historique, que Rod Serling avait fait déjà, donc le fameux papa de Twilight Zone, quatrième dimension, avait déjà réalisé une série avec un pitch qui était un petit peu similaire, de personnages comme ça perdus sur une île déserte. Suite à un crash.
suite à un crash. Et donc ce du coup Lloyd Brown, lui, il se dit vas-y banco, on va lancer la création de cette série Lost. Alors moi, quand j'ai préparé l'émission, je vous demande juste de vous mettre un peu dans la tête de ce mec qui est en vacances à Hawaï sur une plage très certainement paradisiaque et qui se dit ça serait quand même super de créer une série où des gens se crachent sur une plage paradisiaque et où genre il y a des gens qui sont morts, blessés. Enfin, le mec est en vacances et il imagine quand même avoir un spectacle autour de lui absolument je ne déconnecte jamais. Voilà, absolument apocalyptique de crash d'avion. Donc effectivement, je trouvais comme ça c'est drôle quoi. Et donc il embauche plusieurs personnes. Donc le scénario initial, c'est une personne qui s'appelle Jeffrey Leiber qui sera crédité au pitch de Lost, mais qui sera pas particulièrement reconnu derrière ensuite célébré pour la création de Lost, puisque ce sont trois personnages importants, on va dire, de la culture sérielle et aussi un petit peu cinéma ensuite, qui vont faire vraiment pas leur apparition, puisqu'ils avaient déjà créé notamment la série Alias pour J.J. Abrams, mais voilà, ils vont vraiment exploser avec Lost, qui sont donc J.J. Abrams, qu'on connaît pour derrière avoir fait une carrière au cinéma, d'ailleurs fait amusant pour notamment au début de sa carrière avoir adapté des séries au cinéma, puisque du coup il a fait Mission Impossible, il a fait Star Trek. Damon Lindelof, voilà, qui derrière a aussi fait beaucoup de choses pour le cinéma, un petit peu plus surtout séries pour le coup, on va y revenir, mais derrière aussi des séries, voilà, qui a explosé ensuite avec The Last of Us et qui a fait aussi la très très bonne Watchmen. Si vous l'avez pas vu, on vous la conseille. Et puis Carlton Cuse, qui est un petit peu voilà, le binôme avec Lindelof sur la série. Oui, tout à fait. Et très vite, ça devient un très très gros projet pour la chaîne. On parlait de Michael Keaton dans le rôle de Jack. Oui. Au départ, Michael Keaton, donc, qui est à l'affiche actuellement dans Beetlejuice. Mais partir sur un personnage aussi vieux, en fait, on va y revenir de toute façon, mais personne ne savait où ils allaient sur cette saison 1. Il y a assez peu de choses qui avaient été, de billes qui avaient été placées pour exister vraiment par la suite avec une idée déjà derrière la tête, la Mystery Box dont tu parlais, et surtout pilote de plus en plus cher. Déjà un blockbuster dès le premier épisode, on s'en rend plus forcément compte maintenant parce que 20 ans et qu'aujourd'hui, je pense à Game of Thrones par exemple, tout simplement un peu le lieu commun, mais des épisodes grandioses, sur des séries un peu high concept comme ça, c'était pas forcément le plus répandu. Ouais, effectivement, c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros budget d'ABC à cette époque-là. Alors, faut imaginer évidemment que de toute façon, de base, ça allait être coûteux puisqu'ils ont délocalisé la production évidemment à Hawaï, puisque on n'est pas encore à cette époque où on va pouvoir faire usage soit de fond vert, soit aujourd'hui on connaît beaucoup d'effets spéciaux à travers un volume qui est une espèce de grand dôme de panneaux LED qui permet voilà, d'afficher un petit peu comme nous, mais en beaucoup plus on a la version d'essai. Voilà, c'est vraiment des décors en 3D, etc. Là, voilà, on veut être sur une île déserte, on va sur une île déserte. Évidemment, il y a des choses qui sont aussi faites en studio, mais pour tous les plans de plage, ça se fait donc à Hawaï. Donc évidemment, voilà, il y a un coup par rapport à ça. Et puis après, pour revenir effectivement sur Michael Keaton, ce qui est assez étonnant, c'est que donc Michael Keaton devait interpréter le personnage de Jack, qui est un des personnages les plus importants. Presque le personnage série, principal, qui est un des personnages, quasiment, qu'on voit au tout début, qui est un personnage de médecin, qui va du coup avoir vraiment au début cet apport de personnage qui va un peu aider les autres, etc. Et puis il aura un destin derrière, évidemment. Le berger, Jack Shepard, c'est paraît-il. J'ai jamais su si c'était une vraie anecdote, mais il s'appelle Shepard. Ça se tient pas mal, effectivement. Shepard, voilà. Ouais. Je sais pas, je te dis, j'ai jamais su, mais c'est vrai que quand tu vois le lien, effectivement, c'est le berger. Qui va un peu mener les brebis écrasées. C'est ça. Et donc, effectivement, Michael Keaton, étrangement, en fait, Jack était censé mourir à la fin. Alors, je crois que c'est carrément à la fin du pilote, en fait. Il y avait vraiment eu ce truc de se dire, on s'attache à un personnage et puis bam, direct, en fait, le personnage décède, et donc ça aurait mis vraiment la série dans un départ comme ça où on aurait eu peur pour les personnages. Très bonne idée. C'était un petit peu l'idée d'une guest comme ça incroyable et voilà, qui disparaît très vite. Au final, ce sera, pour ceux qui ont vu la série, le pilote d'avion qui du coup est un ami de J.J. Abrams. C'est un acteur qu'on a vu dans notamment Heroes et d'autres séries qui va très vite mourir. Attention, spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est vraiment un personnage très mineur. Et donc oui, série du coup très chère et série qui cartonne puisque d'entrée. Pardon, parce que Keaton, c'était aussi l'idée de
En termes d'image, encore une fois, la com à l'époque se passait assez peu sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, d'avoir une tête d'affiche comme Keaton à l'époque, ça pourrait... Et en fait, non, ils n'ont pas eu besoin de ça. Et ils ont fait combien? J'ai 18 millions de spectateurs pour l'épisode pilote, ce qui est vraiment un très très gros score. Ce qui est le plus gros score que va faire ABC à cette époque-là et qui ne sera détrôné que quelques temps plus tard par Desperate Housewives, voilà, qui est l'autre grand phénomène sériel de ces années-là, mine de rien, en tout cas sur les chaînes de télé où on va regarder un épisode toutes les semaines à l'ancienne, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc effectivement, c'est un pari d'ailleurs que ABC et Disney, de manière plus générale, dans lequel ils ne croient pas d'ailleurs, puisque souvenez-vous, donc notre bon Brown du début qui a commandité la série sur sa plage de vacances à Hawaï va tout simplement se faire licencier après le tournage de ce pilote parce que monsieur a mis trop d'argent dans ce pilote et donc personne n'y croit a priori, en tout cas les gens n'y croient pas assez pour derrière garder ce monsieur. Donc je pense que là derrière effectivement il doit être un petit peu, il a dû avoir un petit peu le petit seum derrière de se dire que cette série effectivement est devenue culte quand même, quoi qu'on en dise, a duré 6 saisons, ce qui est un score qui est tout à fait honorable, et a été mis à la porte pour ça. Je pense qu'il a derrière il a vraiment dû dire je vous l'avais dit. Non, mais plus qu'un carton, c'est une série, on est 20 ans après en train d'en parler, c'est une série qui a marqué surtout, qui a redéfini beaucoup de codes de la télévision, de la série à la télévision américaine, et qui s'est extrêmement bien exportée, notamment chez nous. C'est une série qui a vraiment commence à faire entrer la série un peu dans l'âge du blockbuster à la télé. Parce que beaucoup de moyens, parce que décors réels, parce que beaucoup d'acteurs, parce que une narration ambitieuse aussi. On est vraiment... Lost fait vraiment ce mélange dans des épisodes qui vont être à la fois hebdomadaires. On va regarder un épisode chaque semaine et cet épisode va traiter d'un personnage. On va apprendre, c'est une des grosses mécaniques de Lost, c'est évidemment le flashback dans la saison 1 en tout cas, et derrière le flash forward, donc dans le futur, et le flash sideways dans cette espèce de réalité un petit peu parallèle qu'ils vont développer sur la fin de la série. Et donc voilà, c'est un épisode, un personnage par semaine, mais une série qui est extrêmement feuilletonnante, avec évidemment un fil rouge qui va créer cet engouement, ces mystères qu'on va suivre de saison en saison. Comment t'as découvert toi Lost d'ailleurs? C'est quoi tes souvenirs? Écoute, donc déjà ça fait 20 ans, donc déjà j'étais effectivement moi c'est intact, donc comment j'ai découvert? Ah ouais, c'est vrai. Vraiment okay. C'est... alors moi c'est un petit peu plus flou, en tout cas je me souviens du contexte, donc je suis étudiant et je me souviens d'être à l'époque où on se passe des DVD gravables, réinscriptibles, avec des contenus Nero. dessus. Sur Nero, voilà. Je suis vieux. Sur Nero. Ouais, par exemple, effectivement, où on achetait ces piles comme ça de CD et de DVD. Enfin, déjà, je me souviens de ça. Je me souviens qu'on me passe un petit peu, sous le manteau comme ça, des épisodes de la série. Parce que je pense que globalement, c'est plutôt une série que je découvre sous recommandation et pas tellement à la télévision, comme tu l'as dit, TF1 le diffusait. Et donc dans lequel je peux profiter des premiers épisodes comme ça en version originale sous-titrée. Et une fois que le virus est pris, parce que le virus, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ont trouvé la saison 1 très lente, et effectivement j'en avais aussi un petit peu ce souvenir, mais en ayant regardé du coup cette saison avant l'émission, je trouve qu'elle passe très très bien au final, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens effectivement qui n'ont pas accroché, mais pour ceux qui ont accroché, ils ont été vraiment très très accrochés. Et tout de suite derrière, en fait, il y a ce second phénomène qui est vraiment pour moi associé à Lost et que j'ai un peu perpétué derrière, avec notamment des séries comme Game of Thrones. C'est vraiment le visionnage en groupe de l'épisode de la semaine, quoi. Donc vraiment se réunir chez des gens, regarder cette série tous ensemble, et une fois l'épisode terminé, théorie craftée sur ce qu'on vient de voir, réagir, boire des coups, et être vraiment dans un partage et dans un truc très très communautaire finalement, oui. De ce que Lost a vraiment créé aussi, hein. Lost a créé, avec les balbutiements d'internet, ça a explosé une communauté de gens qui ont justement beaucoup réfléchi à ces théories, et de semaine en semaine qui ont inventé des choses qui étaient totalement incroyables, et parfois se sont vérifiées, parfois pas du tout. Et du coup, tu en avais un souvenir précis, tu disais? Oui, c'est les séries qui nous marquent. Je pense qu'il y a plein de gens ici aussi
qui associent leur premier visionnage de Lost à des moments de leur vie. Moi, c'est l'été au fin fond de la Corse, on galère pour capter TF1 et vraiment ça fait vieillard de dire ça, mais c'était vraiment ça. Et même la saison 2, ma grande sœur qui a regardé justement en VO, j'étais pas encore à un âge où je regardais vraiment beaucoup en VO et qui me traduisait ce qui se passait au début de la saison 2 et je comprenais rien. Et je lui demandais petit à petit, mais ouais, c'est ça, c'est TF1 qui peut paraître surprenant aujourd'hui, mais c'était une série qui pouvait éventuellement se regarder en famille, les parents, enfin tu vois, c'était pas encore si high concept que ça, en tout cas sur cette saison 1, à part quelques mystères quoi. Avec quelques mystères mais qui sont relativement dosés, c'est vraiment à partir de la saison 2 où là on va partir dans tout un tas d'autres choses. Justement la trappe quoi. C'est la trappe vraiment qui a été apportée par J.J. Abrams justement. Ouais, complètement. En tout cas l'idée de venez on met une trappe et on voit ce qui pourrait bien se trouver dessous, mais qui est vraiment un cliffhanger, encore une fois, qui m'a marqué énormément et qui a créé cette envie de vraiment en savoir plus très rapidement, là où la saison 1 pose un peu des bases, quoi. La saison 1, effectivement, elle met sur le chemin des personnages quelques mystères. Alors, il y a des choses qui sont relativement importantes visuellement. On pense notamment au fameux monstre de fumée noire qui apparaît très vite. On pense notamment donc à ces autres qui sont sur l'île avec le personnage de Ethan, qui est un personnage qui va venir comme ça. En fait, ce qui a été assez brillant avec cette saison 1, c'est que ils ont vraiment capitalisé sur le fait que on va découvrir un groupe de personnages qui se sont échoués sur une île déserte, c'est survivants d'un avion, ils ne se connaissent pas entre eux et ils vont apprendre à se connaître. Et nous, par la même occasion, on va aussi évidemment apprendre à les connaître. Mais évidemment, on ne peut pas en avoir une connaissance complète dès les premiers épisodes. Donc, on va comprendre que on va s'intéresser à quelques épisodes à quelques personnages en particulier. On va apprendre leur passé. Effectivement, on va comprendre qu'il y a quelques héros, mais il va y toujours y avoir en bordure de ce groupe principal quelques personnages qui vont de temps en temps comme ça venir apporter de manière parfois très éphémère quelque chose et qui vont vraiment renforcer ce petit truc de on voit bien que en arrière-plan il y a des gens qui sont eux aussi en train de souffrir, en train de faire un petit feu, en train de récupérer leurs affaires. C'est pas les héros, mais peut-être qu'on va à un moment donné les découvrir. Et donc il y a ce fameux personnage d'Ethan dont on va découvrir qui finalement ce n'est pas un survivant du crash mais quelqu'un qui était déjà sur l'île. Donc il y a aussi ce mystère là de en fait, ils ne sont pas seuls sur l'île. Et avec, comme tu l'as dit, la trappe qui est donc visuellement, qui est en fait quand tu regardes la saison 1, c'est fou à quel point c'est simpliste. C'est-à-dire que c'est un personnage. C'est vraiment c'est tout simplement une porte qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Que ce soit une trappe à proprement parler. Le personnage de Locke, qui est un excellent personnage. Qui a un petit côté obsessionnel, hein, le Locke, hein, on va pas se mentir. Et, il est là pour quelque chose. Et lui, ça devient son obsession de découvrir ce qu'il y a dedans et il nous transmet cette obsession parce qu'encore une fois peut-être le cliffhanger le plus célèbre des années 2000 quoi, pour une série en tout cas, c'est vraiment ce plan, ceux qui ont vu Lost dans la salle, ce plan de la caméra qui descend en fin de saison et putain, et là on doit attendre c'est ça, c'est qu'en longtemps. fait c'est un cliffhanger célèbre aussi parce que je pense qu'il a déçu énormément de gens dans le sens où en effet pendant une bonne moitié de deuxième partie de la saison on est vraiment focus sur cette histoire de trappe, donc on se dit vraiment ça va être incroyable, dernier épisode. Et tu viens de le décrire, on n'aura pas la réponse avant l'année d'après, avec l'introduction d'un autre personnage incroyable qui est Desmond, qui pour le coup ouvre la saison 2. Qui ouvre la saison 2. Donc là-dessus, effectivement, ils ont bien ménagé leurs effets. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, je sais pas si vous avez été dans ce cas-là aussi, mais le dernier épisode, les dernières secondes de l'épisode, on a vraiment cette descente qui certes est très mystérieuse, mais extrêmement frustrante aussi, puisqu'il va falloir attendre un an derrière pour savoir le fin mot de l'histoire, quoi. Mais pas déçu en tout cas moi, sur l'issue de cette trappe qui pour le coup ouvre sur un autre univers littéralement complètement pour la saison quoi, pour la série. Il y a aussi alors tu parlais moi je trouve cette saison 1, tu l'as dit rapidement, mais ça a plutôt bien vieilli. S'il y a un truc qui a quand même très mal vieilli, et moi je l'assume, je le dis, c'est 22 épisodes quand même. C'est quand même fou. De 45 minutes. Comment ça a changé, quoi. C'est-à-dire que sur un rythme déjà pour la production, ça devait être quand même colossal. Et aujourd'hui, s'imaginer regarder autant d'épisodes à la suite, c'est quand même ça a tenu les Français et les Américains et le monde entier pendant hyper longtemps, quoi. C'est vraiment une petite
capsule temporelle de regarder Lost aujourd'hui et regarder d'ailleurs d'autres séries. Je vous invite, si c'est pas déjà fait, mais à vous plonger notamment par exemple dans The X-Files qui est disponible sur Disney+, ou pourquoi pas Buffy, où effectivement, voilà, ce sont des morceaux. On est sur des saisons avec beaucoup d'épisodes, des saisons avec des épisodes qui sont aussi bien dodus, j'ai envie de dire. Et alors Lost certainement a pu avoir des critiques dans justement cette longueur, en étiolant un peu son récit, en peut-être parfois même faisant le focus sur des personnages qui n'intéressaient pas à grand monde. C'est vrai que par exemple dans cette saison 1, on a notamment un couple de Coréens, du coup Jin et Sun, qui sont beaucoup mis en avant sur cette saison 1, qui ont une importance finalement dans le récit qui est somme toute assez relative. Sur le fil rouge global, mais sur leur histoire en eux-mêmes, c'est là où c'est quand même très fort, c'est qu'il y a des histoires. Moi, adolescent, je me suis beaucoup attaché à Hurley, parce que tout le monde s'est attaché à Hurley, je pense. Parce qu'il est très sympathique. Je vois des oui là-bas, parce qu'on l'aime, on a pleuré dans la saison 6 avec Hurley, en même temps que lui. Et c'était déjà un tour de force de la série, de dire ok, il y a l'histoire, il y a des mystères, vous avez envie de voir comment ils vont se survivre, etc. Mais leur histoire, on a envie de savoir. Je pense des personnages comme Charlie, moi c'est presque Jack, tu vois, qui m'intéressait moins dans son passé. Un des trucs que t'as pas mentionné, mais qui a été instauré très vite, c'est aussi le père de Jack, qui est là et puis qui est plus là et puis qui est relâché, qui est plus là, qui est avec eux. C'est tout un mystère, effectivement. Et ce truc-là, c'est symptomatique du fait que c'est assez secondaire. C'est important pour la trame de Jack, mais dans le lore de Lost, ça a une importance colossale. Le fait que un gars dans un cercueil revienne, c'est quand même quelque chose qui fera sens tout au long de la série. Je pense que c'est un hasard complet. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu cette importance-là par la suite, mais le rewatch t'amène à dire ah mais putain, c'est vrai que du coup le père il avait fait la même chose. Complètement. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, aujourd'hui en effet, alors je pense que la série a gagné à être disponible sur des plateformes donc de diffusion où on peut regarder plusieurs épisodes de suite, parce que en fait, en effet, on perd cette frustration de l'épisode hebdomadaire. Ça, c'est quand même déjà quelque chose qui est sympa, parce que ça veut dire que si vraiment on a envie d'avancer plus vite dans la série, on peut le faire. Et la série, du coup, récompense un petit peu ça, parce que justement, il y a des mystères et donc on peut aller à l'exploration de ces mystères. Mais cependant, ce que la série fait bien et ce qu'elle faisait déjà bien à l'époque, et c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'elle prend son temps. Et aujourd'hui, voilà, si vous nous écoutez chez Spoilers, on a déjà pu dire à de multiples reprises qu'aujourd'hui, des séries de 7, 8 épisodes, comme peut en produire parfois Disney+, avec des durées qui sont parfois très aléatoires entre la demi-heure et les 45 minutes, ne donnent pas assez de place aux personnages pour exister. Et la sérialité, c'est aussi le temps long, c'est aussi des personnages qui vivent, c'est aussi des personnages qu'on apprend à connaître et avec qui on va avoir aussi, nous, quelque part, un relationnel, en fait. Et Lost se permet de faire des choses, se permet de faire des épisodes qui sont vraiment des unitaires, c'est-à-dire que c'est vraiment un épisode, où je me souviens plus exactement de quel épisode, mais dans la saison 1, il y a un épisode où c'est un épisode dans lequel Sawyer, donc le fameux bad boy dont on parlait tout à l'heure, l'anti-héros, il est très énervé. Voilà, il a un passif, certes, mais il est très énervé parce que il y a quelqu'un qui lui casse ses affaires et il retrouve ses affaires sans dessus dessous et tout ça. Le pitch de l'épisode, tu regardes le truc, tu fais ça va être long. Et en fait, on ne se doute pas, mais en fait, ce qui lui casse ses affaires, c'est un cochon. Enfin, c'est un sanglier, parce que voilà, pour survivre un petit peu sur l'île. Et en fait, on va suivre tout l'épisode Sawyer qui va vouloir se venger de ce sanglier parce que voilà, c'est ses affaires et personne ne touche à ses affaires. Même pas un sanglier. Même pas un sanglier. Encore moins un sanglier. Et en fait, ce qui est génial, c'est que sur un épisode comme ça, très basique dans son... qui ne pourrait presque pas exister, j'ai l'impression aujourd'hui, parce que vraiment, les premières minutes, tu te dis, waouh, effectivement, c'est quand même moyennement intéressant. Et ben, ça va être un des meilleurs épisodes de la saison, parce que en fait, Sawyer, dans son voyage, va rencontrer plein de gens. Il va rencontrer à un moment donné Locke, qui va lui faire toute une espèce de morale un peu philosophique, qui est hyper intéressante, et on va en apprendre plus sur Sawyer. Et du coup, ce passif, pourquoi c'est pas vraiment un bad boy et pourquoi finalement il a fait que des mauvais choix, même si voilà, il se donne un petit peu ce genre de méchant. Et la série longue, les 22 épisodes, les 45 minutes, ça permet de ce genre de choses. Ça permet de faire des séries qui vont raconter plus de choses sur les personnages. Alors certes, quitte à avancer un petit peu moins dans le déroulé général de la série, mais en même temps, derrière, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que on tient aux personnages, on a peur pour eux et on a envie de les voir continuer leur histoire ou justement ne pas partir, quoi. Et justement, les premiers personnages qui décèdent dans cette série, dans cette saison 1,
c'est déjà t'apprennes à ne pas tant t'attacher que ça parce que à tout moment. Alors c'est assez léger encore sur cette saison 1. De saison plus tard, il tue deux personnages d'un coup. Voilà, plus ça va aller. Plus à l'aise par la suite. C'est une série chorale, on l'a dit, donc c'est une série qui va faire disparaître ses personnages petit à petit et puis il va en remplacer d'autres. Là, saison 1, c'est peut-être pas le personnage le plus emblématique qui va disparaître puisque du coup, c'est un des personnages. Attention, petit spoilers, mais bon, voilà. Énorme spoiler. Ouais, ça va. C'est le personnage de la saison 1 qui meurt, quoi. Donc forcément. Oui, évidemment, mais ça reste. Y en a-t-il deux ? Non, ça c'est reste léger. Mais je vais le dire de toute façon. Tu vas pas. Dis-le, Guillaume. Je t'en supplie. Mais effectivement, c'est le personnage de Boone qui, du coup, a une trajectoire qui est honnête dans la saison, mais qui n'a pas le bagage le plus intéressant, avec du coup sa sœur dont j'ai oublié subrepticement le nom. Shannon. Voilà, j'avais le nom de Maggie en tête, qui est le nom de. T'avais le nom de ? Non, Maggie, c'est le nom de l'actrice. Non, pas du tout. Et donc Nagui, non pas du tout. Nagui dans Lost, non. Et donc voilà. Enfin, effectivement, la scène est très bien faite. Tout le de la mort de Boone. Alors ce qui suit après, en fait, les conséquences de ça apportent une vraie raison d'être au personnage, presque plus de son vivant en fait. Et donc en ça c'est assez intéressant. Mais effectivement, sinon c'est justement on parlait d'un peu de ces personnages figurants en arrière-plan. On va en avoir deux qui vont décéder, une qui va se perdre en mer, voilà, et puis l'autre qui va être enlevé justement par ces personnes qui sont déjà sur l'île et dont d'ailleurs on va faire une blague, un running gag pendant toute la saison puisqu'on ne saura pas s'il s'appelait Steven ou Steve. Il y a que Hurley qui sait. Et du coup effectivement derrière Lost va en effet être un peu plus sans pitié avec ses personnages au fil des saisons, quoi. Ça, il faut s'y préparer, effectivement. Sans pitié. Alors là, c'est bon pour filer un peu la métaphore, c'est l'île en fait qui va devenir de plus en plus, qui va devenir un personnage presque à part entière, qui vit, qui meurt, qui se déplace, qui va dans divers endroits du globe, qui est recherché, qui est désiré et qui cache encore plein de mystères. Toi, c'est dans cette saison 1, c'est quoi un peu les mystères qui t'avaient un peu marqué, ces questionnements? Tu parlais des autres, tout simplement. Ouais, je trouve que c'est effectivement, donc comme je le disais tout à l'heure, l'ajout d'Ethan comme un personnage qui aurait très bien pu être un personnage dans l'avion et dont on va découvrir en fait, et d'ailleurs l'acteur l'incarne vraiment bien parce qu'il a vraiment un visage qui peut être très inquiétant. Et en fait c'est assez marrant parce que il commence à arriver genre 2 épisodes avant qu'on découvre que finalement il n'était pas dans l'avion, donc ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on se dit tiens, un nouveau personnage, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il va apporter, puis c'est vraiment un figurant qui est là de passage. Et donc ça a été ça, quand j'ai revu la saison 1, je me suis vraiment dit ça, c'est vraiment assez brillant. Et tout ce qui se passe sur la fin de la saison, puisque globalement petit à petit les personnages vont commencer à explorer l'île, et effectivement notamment à travers un personnage de Rousseau, qui est aussi un personnage qui était là avant sur l'île, de cette française qui d'ailleurs en France est devenue allemande, je crois. Elle me terrifiait, moi, Rousseau, quand j'étais petit. Mais effectivement, elle est censée bien être française en version originale. Va nous apprendre qu'il y a cet endroit qui est le Rocher Noir, dans lequel on peut trouver de la dynamite. Parce que voilà, si on n'arrive pas à ouvrir une trappe, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher de la dynamite, évidemment. Et ça tombe bien, il y en a sur l'île. Tout ce truc le Rocher Noir, qu'est-ce que c'est ? C'est un galion espagnol, voilà, qui fait que tout d'un coup, il y a de la mythologie qui arrive dans Lost. En plus, effectivement, de ce qui pouvait se passer dans la grotte, aussi une grotte qu'ils vont découvrir, où on va voir qu'il y a des squelettes qui sont là depuis longtemps, mais là on va comprendre qu'en fait c'est une île qui est visitée depuis longtemps et pas seulement là sur ces 20-30 dernières années, quoi. On est dans le fantastique, mine de rien. En tout cas, on sait pas à quel point on y est avec ce maudit galion, mais on se rend compte que pas mal de choses se sont échouées avant les... Que l'île attire en fait les gens et ne les laisse pas repartir, quoi. Et ça c'est dur. Et d'ailleurs on est toujours là 20 ans plus tard sur l'île quelque part. La série a bien réussi son coup. Est-ce que vous savez comment on appelle les fans de Lost qui cherchent les théories, tout ça? Vous avez le terme ou pas? Il y a eu un oui quelque part? Non. Pas de oui? Personne? Bah moi non plus je savais pas, je vais pas vous mentir. Guillaume, dis-le nous. Ça s'appelle les Losties, a priori. Ouais, Losties. Jamais entendu ce terme. Ah, on a pouffé de rire là-bas. Oui, c'est un peu nul, effectivement. Non, mais écoute, il finit en ease. Mais oui, voilà, tu en as parlé, ça a amené le Theorycraft et toutes sortes de choses. Et là-dessus, bah voilà, on vous invite à aller voir. Effectivement, Didi nous aurait donné plein de pistes de théories et de choses à creuser là-dessus, mais ouais, ce sera pour un prochain épisode, tout simplement. Oui, et puis peut-être qu'on peut en profiter pour éventuellement faire gagner un premier bouquin, parce qu'on avait éventuellement une manière de le faire gagner, et
Il faut vraiment que vous soyez fan pour le savoir. Alors mais là, franchement, si vous l'avez, vous l'aurez mérité. Non, vraiment. Alors, c'est sur cette partie. Effectivement. Depuis le début se cachait une ref à Lost. Est-ce que quelqu'un a la ref de cet objet? Ouais. Ceci est à la première saison. Si tu, waouh, ça s'applaudit. Bravo. Bravo. Écoute, j'ai mis 3 quarts d'heure pour me rappeler de cette anecdote. Bravo, tu gagnes un livre, tu pourras le récupérer à la fin si tu veux. Il est pour toi. Waouh, je suis hyper impressionné. Oui, alors effectivement, dans cette saison 1, donc voilà, naufragé sur une île déserte, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Assez vite, en plus, les victuailles vont se faire rares et ils vont commencer à chasser du sanglier et puis des fruits et tout ça. Et donc, comme je le disais, ils vont découvrir une grotte dans laquelle, a priori, il serait un petit peu plus... on pourrait un peu mieux vivre parce qu'il y a de l'eau courante. Ou mourir, hein, la voilà. Série Évidemment. montrera. Mais sur le moment, ça paraît être un bon plan et donc certains personnages essayent de pousser d'autres à déménager. Et donc, effectivement, le personnage de Charlie, qui est du coup joué par Dominic Monaghan. Ouais, c'est ça, Dominic Monaghan. J'avais Monaghan, mais donc a été notamment connu pour la trilogie Seigneur des Anneaux, mais qui a vraiment un rôle aussi assez emblématique dans Lost, le rôle de Charlie, cette espèce de rockstar un peu loser. Le nom du groupe de Charlie? Drive Shaft. Ok, excuse-moi. Et donc, effectivement, à un moment donné, il essaye de demander à une personne qu'il apprécie, qui commence à apprécier, qui s'appelle Claire, qui est donc la femme enceinte de cette première saison. Pas le meilleur endroit pour effectivement mettre au monde un enfant qu'une île déserte, mais sur la promesse de lui trouver du beurre de cacahuète, effectivement. Et elle va accepter de déménager dans cette grotte, qui est un petit peu plus confortable, et il n'en trouve pas, et donc il lui ramène ce bocal vide. Ah, pas celui-ci, hein. Ce n'est pas une pièce, effectivement, achetée hors de prix. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable, mais ce n'est pas le cas. Et il lui dit, quelque part, il lui demande de faire preuve d'imagination pour imaginer le meilleur beurre de cacahuète qu'elle n'ait jamais mangé, puisque de toute façon, ils n'auront pas la possibilité de trouver du beurre de cacahuète ni d'autres conforts que ce soit dans cette île. Donc il lui amène ce bocal et... C'est ça. Et la scène est assez touchante en vrai et fonctionne bien, quoi. On a tous fait oh non, c'est chou. Oui, c'est ça. Et il mime pour aller jusqu'au bout, il mime. C'est comme s'il dégustait un délicieux beurre de cacahuète pour de faux. Anglais en plus, donc voilà. À la manière quand les enfants perdus mangent dans Hook, moi ça m'avait fait penser à ça, très bien, avec le repas qui n'existe pas, bref. Et tout à l'heure tu parlais justement du coup des Losties et donc de Didi, des théories et tout ça. Il faut savoir effectivement que Lost popularise, en tout cas à une échelle jusqu'à présent peu vue, parce que aussi grâce à Internet, toute cette notion justement de théorie crafting et en tout cas de le fait de créer des communautés en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a énormément de fans qui commencent effectivement sur les forums à l'époque à discuter entre eux, essayer de savoir qui de quoi. D'ailleurs, la fameuse théorie de ils sont tous morts, bah en fait, elle vient très tôt dans la série et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en effet, les personnes sur l'île sont dans une sorte de purgatoire. C'est une des théories les plus connues à l'époque et tout le monde qui arrive assez tôt en fait finalement. Qui arrive très tôt en fait, hein, parce que effectivement, voilà, on se trouve ça étrange et on se demande pourquoi ces personnages sont réunis. On comprend en plus très vite qu'ils sont pas réunis par hasard, etc. sur cette île, ce qui, de manière assez ironique, ne sera pas tout à fait éloigné de ce qu'est la fin. Même si elle n'est pas du tout cette théorie-là en particulier. Un peu plus compliqué que ça, effectivement. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ABC va vraiment travailler à faire grandir cette communauté, et notamment à travers des actions de communication qui sont pour l'époque hyper intéressantes, notamment avec des ARG. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier avec ce terme des ARG. En gros, ce sont des jeux qui vont prendre place dans la réalité, dans notre monde à nous. C'est-à-dire que ils ont commencé à diffuser des sites internet sur lesquels on pouvait, grâce à des codes, trouver des vidéos de gens qui parlaient de l'île et qui nous renvoyaient à des endroits physiques dans lesquels on pouvait continuer cette enquête. Et ils ont vraiment beaucoup joué comme ça, avec au moins 4 expériences entre chaque saison, pour justement travailler ce côté communautaire, travailler ce côté mystère, travailler ce flou aussi entre la réalité et la série, ce qui a été très intéressant parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées, notamment au moment des Comic-Con et des choses comme ça, où voilà, il y avait vraiment ce flou entre la barrière de la série et la barrière du réel qui s'effondrait un petit peu, et ils ont vraiment
je pense que Lost aussi, évidemment, a bien fonctionné parce qu'ils ont vraiment accompagné ce mouvement finalement de communication transmédiatique en fait, c'est-à-dire sur plusieurs formats avec du coup la communauté à l'œuvre, qui est pas quelque chose qu'on voit beaucoup finalement aujourd'hui dans l'arsenal de communication des séries. Qui est quand même toujours bien présent, mine de rien, le fait, les échanges entre fans. Alors etc. sur les communautés et faire en sorte que, mais aujourd'hui on va plutôt parier sur le fait que les communautés par exemple vont décrypter la bande-annonce ou le trailer d'une nouvelle série en se disant à telle image on voit un mini bout de truc et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on a vraiment l'arsenal quelque part des influenceurs, des vidéastes qui, de toute façon, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube ou sur les plateformes de vidéos, qui vont analyser le moindre morceau de choses. Mais à l'époque, on n'est pas tant dans cette réalité-là et ils vont vraiment compter sur les fans, en fait, pour justement populariser la série et faire du bouche à oreille et créer une communication comme ça qui, moi, me semble assez vertueuse parce qu'en fait... ça renforce vraiment les liens entre la série et ses spectateurs, quoi. Complètement. Et aussi, ça s'est perpétué tout simplement dans des différents ouvrages. On a quelques coucous sur des gens qu'on a pu croiser au cours d'épisodes de spoilers. Je pense à Claire Cornillon qui a écrit différentes choses, Delphine Lemonnier, Florent Favard, des travaux même universitaires. Il y avait les Journées Lost à Rennes 2 il y a pas si longtemps pour parler de tout ça. Donc ça c'est il y a un gros documentaire aussi qui arrive, Getting Lost, aussi, où ils sont allés, vous savez, ils font les réunions aux États-Unis avec les anciens d'Harry Potter, les anciens de Friends, les anciens. Il y a la même chose qui arrive sur Lost, où ils sont allés interviewer tous ces acteurs, parce que finalement, assez peu ont fait carrière derrière, à la suite, en fait. De Lost, tu vois. Il y a eu des tentatives comme tout. Peut-être que Evangeline Lilly est celle qui a le plus brillé derrière, notamment au cinéma. Mais c'est vrai que ensuite les différents acteurs, malheureusement, on a un petit peu le phénomène d'une série très populaire dont les acteurs derrière ont du mal à se départir de leur rôle. Ou alors des personnages secondaires. Je pense à Lance Reddick qui nous a quittés récemment. Oui, et qui était déjà connu avant. Oui, mais qui arrive assez tard en plus dans la série, mais qui permet qui a pu faire une carrière quand même, mais qui est une carrière très télé américaine, quoi. Clairement, je suis pas sûr. Son visage, vous l'avez, mais voilà, dans la série de Lost, ça reste un personnage. C'est secondaire, effectivement. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, à Rennes, on a la spécificité, et spoilers quelque part est un petit peu aussi issu de ça, d'avoir de la recherche universitaire sur les séries, faut le savoir. Et donc, si vous voulez retrouver notamment tout ce qui a pu être dit sur Lost par des universitaires qui ont été invités à Rennes 2 et derrière qui ont un petit peu fait un petit tour de France, parce qu'il y a différentes universités en France qui ont traité de Lost, évidemment, notamment Montpellier, et qui ont amené des gens aussi qui ne sont pas forcément tous universitaires. Je pense notamment à Paco Kelman, je sais pas si c'est quelqu'un qui vous parle, qui est un essayiste aujourd'hui, qui du coup est sur Blast, je crois, qui donc ont produit des colloques sur la série Lost, sur des personnages, sur des épisodes en particulier, et que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur YouTube sur une chaîne qui s'appelle Guest TV Series. Voilà, si ça peut vous intéresser aussi d'avoir moins ce côté vidéaste, mystère, mais plus ce côté très réflexif de ce que Lost a apporté à l'univers sériel et de comment Lost derrière a aussi créer de nouvelles manières de raconter des histoires et tout ce qu'elle a apporté aussi en elle-même par rapport à du coup la création de ses personnages, de sa mythologie, etc. C'est vraiment un truc qui est assez intéressant et que nous chez Spoilers on promulgue aussi. Chaque aspect de Lost peut être étudié. Tu disais mais là on parlait de la production, mais la forme, c'est ça, l'évolution des personnages, tous les symboles, tout ce que les scénaristes et les showrunners ont essayé de mettre du coup dans cette série. D'ailleurs, ils se sont aussi intéressés à la production suivante de Damon Lindelof, qui derrière, comme on le disait, a fait The Leftovers, qui est une série qui est aussi hautement recommandable, qui est peut-être quelque part, en tout cas les gens en parlent un petit peu comme ça. Le Lost qu'il aurait pu faire s'il avait vraiment eu la liberté totale, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui est assez similaire. On parle d'un contexte très particulier, The Leftovers, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est en une fraction de seconde, partout sur Terre, il y a un fragment de la population qui va disparaître sans autres raisons, et on va suivre différents personnages qui vont réagir à cette disparition, qui vont soit chercher des solutions, soit complètement perdre pied, soit pourquoi pas créer une religion à partir de ça. Et la série se tient bien, elle est en 3 saisons, donc c'est assez court. Malheureusement aujourd'hui, je ne sais
pas trop où on peut la trouver parce qu'elle a été longtemps sur OCS, mais malheureusement OCS, alors on peut peut-être la trouver ou l'acheter ou la louer sur Prime Video. C'est pas une série qui a aussi cartonné en France, ne rien, c'est quand même la moins grand public. Les petits Lindelof fans qui ont, parce que c'est une série très qualitative. Qui a vu The Leftovers ici? 4 personnes. Très bien, et oui, évidemment. Mais et ensuite, Watchmen, la série. Watchmen, pareil, qui a vu Watchmen? Adaptation, Plus que The Leftovers, ça c'est surprenant. Très bonne série Watchmen qu'on vous conseille. Aussi, qui suit toujours, c'est ce propos. Leftovers, c'est un mood. Si jamais vous voulez lancer dedans, attendez d'être vraiment de très bonne humeur de base pour vous lancer dedans, parce que c'est quand même grosse partie sur le deuil. C'est pas très joyeux, effectivement. Là où Watchmen peut être un peu plus divertissant, disons, au sens. Ah oui, complètement. Ouais. Mais et tout simplement l'héritage de Lost, quoi, qui est quand même colossal. Nouveau siècle, cette série qui arrive, c'est une série high concept, donc il y a eu des pâles copies, ou en tout cas des séries qui ont essayé de prendre des éléments précis de Lost pour en faire leur concept principal à eux. T'as des exemples peut-être? Vraiment le début des années 2000, c'est l'explosion des séries high concept, comme on a appelé ça, c'est-à-dire vraiment avec cette idée initiale qui va complètement chambouler la narration, mais parfois qui va être complètement aussi foireuse, et malheureusement il y a quand même très peu de réussite. J'en avais noté effectivement quelques-unes, notamment peut-être que vous vous souvenez d'avoir erré parmi certaines saisons. Donc il y a carrément une série qui s'appelait Flash Forward derrière Lost. Donc vraiment, on prend un des concepts de Lost et on en fait une série. C'est-à-dire, c'est des personnages, je crois, en gros, au début de la série, pendant quelques minutes, ils vont voir le futur. Et après, démerdez-vous avec ça. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous essayez de contrecarrer le truc et tout? Ça n'a pas duré, je crois, plus de 2 saisons. Et si on s'enfonce, évidemment, on a du Alcatraz avec du coup l'acteur qui joue Hurley. On a du Terra Nova, on a du Révolution. Terra Nova, très très bien. Vous avez vu Terra Nova ou pas? Oui, et il a baissé la tête. Oui, je comprends. Ils ont vu, en fait. C'est l'histoire. Tu l'as, l'histoire de Terra Nova? Vaguement. C'est des gens qui se sont dit, on a une faille temporelle. Est-ce qu'on rentrerait pas dedans pour retourner au temps des dinosaures? Oui. On se fait un petit coin sympa et on voit ce qui se passe. What could go wrong? Et tout va aller très très mal jusqu'à là. Ils ont arrêté, je crois, saison 1 ou 2 avec Stephen Lang qui joue dans Avatar. Oui, je crois. Tout à fait. Qui a un rôle d'ailleurs très similaire, je crois, de militaire un peu obtus. Mais moi, c'est une cata, quoi. Cette série, le principe de base m'a intrigué. Mais Lost avec des dinosaures, c'était quand même extraordinaire. Et Alcatraz, c'était un peu l'idée de disparition, de Alcatraz était un hub et il se passait des choses. Révolution, c'est pareil. L'idée, c'est que. Moi, j'ai pas Révolution, moi. Révolution, c'est en gros l'électricité. Il n'y a plus d'électricité. L'électricité a disparu. Ouais. Donc, on est dans une espèce de monde un peu post-apo, mais avec des mystères. Pourquoi l'électricité a disparu? Il y a peut-être des gens qui en ont encore un petit peu. Et il suffit de regarder les sortes de posters promotionnels pour comprendre que ça va être absolument kitsch et absolument cheap. Ouais. Mais effectivement, tout le monde a essayé un peu d'avoir son Lost, même si personne n'a jamais vraiment réussi. Moi, il y a une série plus récente quand je l'ai vue, je me suis dit oui, c'est vraiment un Lost très contemporain. Malheureusement, c'est une série qui elle aussi a été annulée. Je sais ce que tu veux. Ah, c'est annulé? Ah non, alors je sais pas. Alors je vais apprendre maintenant. Tu parles de Yellow Jackets? Alors on pourrait éventuellement parler de cette série là parce qu'on est vraiment un peu sur un pitch un petit peu similaire. Non, je pensais à 1889. Ah oui, ça mon Guigui, l'annulation, il était abattu quand ça s'est arrêté, quoi. 1899, donc série Netflix par les créateurs et créatrices de Dark, une énorme série qui elle aussi quelque part a quelques accointances avec Lost, mais dans 1899 on est vraiment sur un schéma à la Lost puisqu'on va découvrir sur un paquebot plein de mystères et notamment un groupe de personnages issus de plein de pays d'Europe différents grâce à des flashbacks. Chaque épisode s'ouvre sur un zoom sur un œil. Bref, la citation à Lost, elle est un peu tout le temps dans cette série. Ouais. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Le cliffhanger était incroyable et malheureusement... ça restera à tout jamais un cliffhanger. Voilà, Netflix n'a pas jugé bon de reconduire la série, mais on retrouve quand même aujourd'hui, du coup, 20 ans plus tard, j'ai l'impression... une meilleure digestion quelque part de ce que pouvait être Lost à l'époque. D'abord, ils ont voulu tous faire leur Lost et après ils se sont dit bon, peut-être qu'on peut essayer de faire un peu plus réfléchir à avoir une vraie identité. Bon, t'as parlé de 1889, c'est ça? 99, pardon. Moi, je vous conseille Dark, tout simplement. Oui. C'est très high concept aussi. Ça se termine, quoi. Dark, on l'a dans la salle ou pas? Ah, là, oui. Là,
C'est le record hein, actuellement sur Dark. Et Dark aussi, on retrouve mine de rien. Ça me fait toujours parce que les gens qui ont vu Dark, il y a toujours une petite grimace sur la saison 3, tu vois. Mais parce qu'il y a aussi ce côté sélection naturelle, parce que Lost, c'est pareil. Moi, les gens qui ont commencé Lost un peu plus récemment, parce que on leur a conseillé, ou parfois sur des épisodes, on nous dit bon, vous m'avez motivé à commencer Lost, et en fait, ils lâchent l'affaire vers la saison. C'est la saison 4 un peu qui est clivante, 3-4. Ça vient plus tôt qu'on le croit. Ouais, bah, je crois de toute façon, il y a un moment donné, effectivement, la série, elle a pâti d'une grève des scénaristes. Et en plus de ça, ABC leur a dit ah non mais Lost ça fonctionne. En fait, Lindelof et Hughes avaient effectivement, on avait marre. Ils voulaient terminer la série, ils avaient une fin prévue tout ça, et ABC leur a dit ah bah non mais en fait on va continuer, ça marche de fou donc il faut continuer. Et pour l'anecdote, ce que je trouve quand même assez amusant, c'est que du coup Damon Lindelof et Carlton Hughes, showrunner de la série, donc en charge des scénarios et tout ça, se sont dit d'accord, eh bien puisque on ne peut pas terminer Lost, on va littéralement mettre nos personnages dans des cages. Donc à un moment donné dans la série, les personnages se retrouvent emprisonnés dans des cages et il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que les scénaristes ont trouvé ce moyen de pression auprès d'ABC pour leur dire tant qu'on n'a pas une date pour la fin de Lost et que vous nous avez pas dit ok Lost on l'arrête dans 2 saisons pour qu'on puisse construire nos histoires et terminer ça, les personnages ne sortiront pas de ces cages. Et ça a fonctionné puisque du coup quelques temps après ils sont enfin sortis de leur cage et on a pu avoir la fin de Lost, alors pour le meilleur et pour le pire, puisque à l'image un peu de Game of Thrones plus récemment, ça a été, tu l'as dit tout à l'heure, une des fins peut-être les plus critiquées de ces dernières décennies en termes de série, mais on a pu avoir la fin que les scénaristes avaient en tête. Oui. Et ils se sont autorisés beaucoup plus partir dans la science-fiction, dans le fantastique, ça devient vraiment... Les 2 dernières saisons, effectivement, on est vraiment... de chat et concept, exactement. J'ai envie de te poser une dernière question pour finir. Est-ce qu'on peut toujours conseiller Lost aujourd'hui à quelqu'un qui, justement, de ce que je disais, tu vois, des gens qui ont peut-être l'habitude de saisons plus courtes, de choses un peu moins... high concept, des choses comme ça. Est-ce que ça a mal vieilli? Est-ce que parce que voilà, moi j'adore cette série, mais je suis peut-être pas totalement objectif. Alors moi je l'avais pas regardé depuis sa diffusion et donc à sa sortie sur Netflix, comme quoi c'est très psychologique parce que j'aurais pu la regarder sur Disney+ ou par d'autres moyens puisque DVD, Blu-ray, tout ça existe évidemment. Je me suis remotivé en me disant en tête, je sais qu'il va y avoir des personnages, je sais pas pourquoi j'avais des épisodes en tête avec Charlie notamment qui étaient longs et en fait vraiment j'ai adoré ce rewatch de cette saison 1. Je trouve que la série a très très peu vieilli. Déjà d'une part parce que peut-être contrairement à d'autres séries qui seront vraiment estampillées science-fiction, on est vraiment dans un univers qui est déjà vieillissant dans Lost quelque part. Donc on n'a pas trop ce truc qui est tout bête mais parfois qui peut nous sortir de l'immersion, comme on peut l'avoir par exemple sur une série qui est certes plus ancienne mais comme X-Files, où on a des vieux téléphones, on a un rapport à la technologie qui est parfois un peu bizarre et donc qui va créer des intrigues ou des dialogues de personnages où on va se dire vraiment oui c'était vraiment à l'ancienne. Là Lost vraiment comme il se concentre sur ces personnages, sur l'île etc., on va pas avoir ce rapport là temporel à la réalité des années 2020 quoi. Et en plus de ça, comme je le disais, le fait d'avoir tous les épisodes maintenant et de les avoir du coup sur Disney+ ou Netflix, je trouve améliore vraiment le confort de visionnage puisque on peut aller plus vite et on peut regarder plusieurs épisodes. Et moi c'est vraiment aujourd'hui une série que je pourrais recommander à toutes les personnes qui l'ont pas vue parce que c'est une série qui se termine et c'est une série qui est disponible aujourd'hui en intégralité maintenant quoi. Donc vraiment foncez parce que il y a plein de choses, quand vous verrez Lost vous vous direz ah c'est marrant, ça vient de là quoi. Ouais, exact, c'est vrai, mais on parlait de Dark justement. Les gens qui lâchent un peu vers la saison 4, c'est vrai que je parlais de sélection naturelle un petit peu, tu vois, c'est vrai que quand ça commence à devenir un peu trop les concepts, on perd pas mal de gens et je comprends. Faut compter un peu faut compter un petit peu de temps quoi, parce qu'en plus faut un peu s'accrocher, que maintenant les séries on est quand même beaucoup moins habitués à devoir s'accrocher. Vraiment, est-ce que je peux même pas d'exemples qui me viennent, tu vois, sur des trucs comme ça Bah non, parce qu'aujourd'hui, en plus, les séries sont faites pour que justement on ne lâche pas l'affaire et qu'on regarde tout, notamment sur Netflix. Malheureusement, on voit aujourd'hui que c'est pas ça qui leur empêche d'annuler des séries, c'est pas ça qui leur empêche de raconter des histoires qui sont malheureusement pas très intéressantes ou avec des personnages qui n'ont pas la matière, l'existence pour vivre sur le temps long. Donc oui, c'est le vrai défi aujourd'hui. De toute façon, l'attention, on le sait très bien en série. À l'époque, il se posait moins cette question-là, et aussi parce que c'était encore la télé qui était hégémonique et l'épisode hebdomadaire. Donc on est sur d'autres temporalités, mais faut s'accrocher un petit peu. Mais franchement, je trouve que ça se fait vraiment bien. La série est vraiment divertissante en fait. On a vraiment son rewatch, ouais.
Ouais, elle est vraiment, ça va vite en fait, donc c'est intéressant. Complètement. Très bien. Et écoute, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, regardez Lost, écoutez nos podcasts si vous nous découvrez. Écoutez, voilà, on traite de tout un tas de séries avec l'angle particulier des séries SF fantastique et fantasy. Donc les genres de l'imaginaire de manière générale. Avec le reste de l'équipe, Justine avec et le reste Briac. de l'équipe, tout à fait, et des invités de manière très régulière. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur nos réseaux et nous proposer même parfois, pourquoi pas des séries qu'on n'aurait pas vues parce que voilà, on n'a pas tout vu. Nous en conseiller, choses Yellow Jacket par exemple, on n'en a jamais vraiment parlé alors que c'est une des séries qui pourrait être héritière un petit peu de Lost. Donc c'est ça. Vous ne le savez pas, mais vous êtes dans le premier épisode de notre 6e saison de Spoiler. Je l'avais pas dit, je crois, au début, mais vous y êtes déjà. Vous ne saviez pas et vous y êtes déjà. Donc merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant cette heure. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller nous écouter aussi sur votre application de podcast favorite. Voilà, merci Court-Métrange, bon anniversaire encore une fois. Merci à Théophile qui est là et qui nous a beaucoup aidé pour tout ça. Merci à toute l'équipe, Benoît, tout ça. Merci Guillaume. Merci d'avoir replongé sur cette île mystérieuse. Ouais, et puis, j'ai hâte de regarder la saison 2, écoute, tu vois, franchement là je suis relancé, c'est bon. C'est parti. Merci beaucoup. Profitez bien du festival Court-Métrange, allez voir tout ce qui se fait. C'est notre festival de cœur et puis voilà, passez une bonne journée. Bonus Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label Bonus.